11h-13h sur Europe 1. Pascal Praud. Pourquoi rêver ? Pourquoi rêver ? Parce que dès qu'on parle d'astronautes, il y a une part de poésie. C'est comme ça, il y a une part d'images qui nous reviennent immédiatement et que d'imaginer des astronautes dans l'espace et pourquoi pas sur une autre planète fait rêver. On est avec Laura André Boyer. J'espère que je le dis bien. Boyer. Laura André Boyer pour votre livre Open Space, ma trajectoire spatiale, et c'est aux éditions Fayard. Et vous, votre job, si j'ai bien compris, et vous l'écrivez, j'instruis et certifie les astronautes afin qu'ils puissent mener à bien des expériences scientifiques à bord de la Station spatiale internationale et être aptes à utiliser les équipements européens qui s'y trouvent. Ainsi, les astronautes européens, américains, russes, canadiens, japonais et tous ceux qui se rendent à bord de l'ISS sont formés, entre autres, dans mon école. Vous êtes coach pour astronautes. Je suis prof, ouais, effectivement, un peu moins coach, mais enseignante, c'est le bon terme. Bon, mais vous-même, vous êtes allé dans l'espace ? Non, surtout pas, Dieu merci. Ah bah ça c'est curieux. Bah, vous êtes prof et alors c'est un prof de foot qui dit vous voulez jouer au foot ? Ah non, moi je veux pas jouer au foot, surtout pas. Non, mais c'est le modèle qui veut ça. En fait, les astronautes qui se rendent à bord de la Station spatiale internationale sont des astronautes pour nous professionnels, institutionnels, et le modèle veut qu'on les forme sur un éventail très très large de disciplines et de compétences à un niveau opérateur, et pour le faire, il va falloir des spécialistes dans plusieurs matières. Donc moi, je suis une des spécialistes. Et vous êtes installé où ? Entre Cologne, donc à Cologne, on a le Centre européen des astronautes qui est un des 4 centres d'entraînement pour les astronautes professionnels. Il y en a un à Houston, il y en a un à la Cité des Étoiles près de Moscou, il y en a à Tsukuba proche de Tokyo. Donc ça, c'est les partenaires, c'est les agences qui sont partenaires de la Station spatiale internationale. Et moi, en l'occurrence, je partage ma vie géographiquement entre Cologne et Bordeaux un peu plus récemment. Et à chaque fois, les cours que vous faites sont en français ou en allemand également, en anglais ? Obligatoirement en anglais, parce que la langue officielle, les 2 langues officielles à bord de la Station spatiale internationale sont l'anglais et le russe. Et pour le coup, nos enseignements doivent être donnés en anglais parce qu'ils sont enregistrés et archivés. Et il faut qu'ils soient visionnables par les directeurs de mission si on a un pépin. Alors, je lis le livre que vous avez écrit. Mon job s'effectue en backstage, loin des images de la Terre, que les chaînes d'information diffusent en boucle lors des expéditions médiatiques. Mais j'ai également d'autres fonctions liées au spatial, dont celle d'instructrice de vol parabolique. Ceci permet de recréer à bord d'un Airbus A310 une quasi-impesanteur ou une gravité partielle comparable à celle de la Lune ou de la planète Mars. Mais quel est le profil d'un astronaute ou des apprentis astronautes que vous instruisez ? Donc aujourd'hui, les astronautes professionnels que nous recrutons pour partir travailler à bord de l'ISS doivent passer par une grosse moulinette de sélection. On n'en a pas très souvent à l'ESA, à l'Agence spatiale européenne. La dernière a eu lieu l'année dernière, où Sophie Adno a été recrutée en astronaute de carrière et Arnaud Prost en astronaute de réserve pour la France. Et ce sont des gens qui sont suffisamment instruits. C'est le d'abord, premier quel âge ? filtre. Est-ce qu'il y a un âge minimum ou maximum ? On a une fourchette d'âge. Il ne faut pas qu'ils soient trop jeunes ni trop vieux. Ça, les choses évoluent, bien évidemment. Et puis surtout, ils ont à minima un niveau Bac+5. Et on vient récupérer des personnes qui ont des profils avec un socle d'expertise toujours un petit peu homogène. Donc, on a plutôt des pilotes, on a plutôt des scientifiques, des ingénieurs ou encore des médecins qui ont des compétences socles qui sont utiles justement pour aller travailler à bord de la station. Mais au-delà de ça, il y a un profil psychologique. J'imagine qu'il faut des gens plutôt équilibrés. On n'est pas obligé. On va éviter de prendre entre guillemets des fous furieux. Je le dis entre guillemets, bien évidemment. Donc ça, ces examens-là, je ne sais pas s'ils sont faits d'ailleurs par vous ou pas, ou s'ils sont faits en amont ou pas, mais vous-même, vous avez forcément une intuition, une expérience de savoir qui vous avez en face de vous, et vous dites qu'il y a des profils qui correspondent mieux à être astronaute que d'autres que vous pouvez peut-être mettre de côté.
effectivement, en marge du niveau intellectuel et du niveau d'études, on va avoir des tests psychologiques, psychotechniques et des tests médicaux. Donc pour la partie médicale, ces tests vont veiller à avoir une population qui est très éloignée d'un risque médical. On ne cherche pas des athlètes, on vient chercher des gens qui sont extrêmement sains et qui, a priori, ne vont pas avoir de problème. Et ces visites médicales vont être répétées chaque année. Et au niveau psychologique, eh bien, effectivement, ça va être une population qui va être très stable, psychologiquement parlant, qui va pas être belliqueuse, qui va s'entendre voilà, en période de confinement extrême avec les équipages. Je pense que nous, on pourrait partir tous ensemble. Oui, on serait avec là 6-7, je pense qu'on... Est-ce que vous pensez que... je pense qu'on je vous entraîne volontiers. Je pense qu'on s'entendrait bien. Qu'est-ce que vous en pensez si on était confinés comme ça dans un espace spatial? Il n'y a qu'à voir ce qui se passe dans le bureau tous les matins. Écoutez, on aurait une tendance. On traverse l'espace, je trouve, plutôt d'une manière assez sereine. C'est vrai. Alors moi, je trouve votre livre est formidable parce qu'on apprend plein de choses et apprendre quelque chose quand on lit, c'est vraiment intéressant. Vous dites l'industrie du spatial habité est en pleine transformation. Et les mentalités ont peu de mal à suivre. La culture commune et l'entre-soi peuvent devenir des freins dès qu'il s'agit d'adopter une pensée différente. Cependant, pour explorer de nouvelles voies, il est parfois nécessaire d'oser s'écarter du chemin tracé, de regarder les choses sous un autre angle et de poser des questions qui peuvent surprendre, voire déranger. Et puis plus loin, vous dites « J'ai en effet toujours eu tendance à faire preuve d'esprit critique et à partager librement mes idées. Sans jamais pour autant avoir eu envie de me mettre personnellement en avant, je préfère la discrétion. » Oui, effectivement, c'est un peu loupé avec ce livre, mais la discrétion est un axe très intéressant quand on est dans un milieu où parfois on a des embouteillages d'ego. Oui. Donc voilà, c'est pas du tout ma volonté. Et c'est vrai qu'en ayant ce projet de livre, c'est un effort qui est assez difficile pour moi, mais voilà, ça me fait très plaisir quand vous dites que vous avez appris des choses. C'est vraiment l'objectif du livre. Écoutez, bien sûr. Alors, vous voyez, je note une expression que je vais retenir pour moi, embouteillage d'ego. C'est pas mal, ça. Ça, je trouve que c'est pas mal, parce que effectivement, nous, on est dans un milieu, c'est bien normal. Oui, normalement. Paul Valéry appelait ça les professions délirantes. Vous connaissez le concept des professions délirantes? Non. Ah non, mais ça, c'est génial, parce que je le dis et très très souvent. Les professions délirantes, je vais vous lire les professions délirantes, et c'est une discussion, c'est une définition que je cite souvent. Paul Valéry, écrivain majeur du début du siècle, Paris enferme et combine et consomme ou consume la plupart des brillants infortunés que leur destin ont appelé aux professions délirantes. Je nomme ainsi tous ces métiers dont le principal instrument est l'opinion que l'on a de soi-même et dont la matière première est l'opinion que les autres ont de vous. Les professions délirantes. Europe 1, Pascal Praud. Et toujours avec notre invitée Pascal, Laura André-Boyer, institutrice d'astronautes à l'Agence spatiale européenne. Et c'est vrai que ce livre est tout à fait étonnant. Vous écrivez, alors, l'astronaute est donc une personne normale. Bon, je voudrais savoir ce qu'est une personne normale. Ça fait, j'ai 60 ans bientôt, même passé, et je voudrais savoir ce que vous appelez une personne normale, chère Laura André-Boyer. C'est quoi une personne normale ? Alors, c'est une personne qui a des besoins comme vous et moi, des besoins vitaux, des besoins psychologiques, des besoins affectifs. Ah bon, on est tous normaux alors. On est tous normaux, voilà. Tout va très bien. Bon, en très bonne santé, à laquelle nous allons demander de se rendre, de vivre et de travailler dans un milieu hostile, dangereux pour sa vie. Et vous dites, devenir astronaute est une perspective qui fait rêver, ça c'est vrai. La sélection de 2022 pour le corps des astronautes a ainsi attiré 22 589 candidats. Vous vous rendez compte? Et c'est vrai que il y a des professions comme cela qu'on décide enfant. Astronaute, c'est un rêve de gosse pour beaucoup. Et pour beaucoup, mais ça aussi c'est un axe très personnel dans le livre, et puis une petite ambition un peu plus cachée, parce que moi j'ai pas eu de vocation précoce pour le spatial, et je crois pas me souvenir avoir eu de rêve, même encore aujourd'hui, j'ai pas vraiment de rêve à part la paix dans le monde et pouvoir guérir voilà toutes les maladies, mais c'est pas quelque chose qui est véritablement moteur chez moi, et
je voulais démontrer et dire aux jeunes et aux gens de façon générale qu'on peut atterrir dans une industrie de pointe sans avoir eu une vocation précoce. Est-ce que Monsieur Olivier Guénec est là? J'ai l'impression qu'il n'est plus là, Monsieur Olivier Guénec. Monsieur Olivier Guénec, j'ai trouvé un point commun dans votre parcours et celui de Laura André Boyer. Je voulais vous lire ce qu'elle dit parce que je sais que c'est une phrase qui a un écho chez vous. Mon adolescence a donc été davantage marquée par le travail que par la scolarité, car il me paraissait concret et porteur de sens, contrairement aux attentes scolaires, souvent floues à mes yeux. Pourquoi écrivez-vous cela? Mais je crois que j'étais pas vraiment scolaire. Je comprenais pas exactement ce qu'on me demandait à l'école. Je comprenais pas comment on fabriquait les programmes. Parce qu'on me l'expliquait pas, et j'aurais voulu qu'on m'explique un peu mieux. Donc je travaillais, j'aimais bien apprendre. Aujourd'hui. Mais oui, parce que j'ai un peu mieux compris. La physiologie humaine, qui est une merveilleuse machine, est conçue pour fonctionner en permanence sous l'effet de la gravité terrestre. En son absence, tout le système se dérègle, y compris notre squelette et le renouvellement cellulaire des os qui le composent. Quand je dis qu'on apprend plein de choses, ça on le devine, mais vous l'expliquez précisément et c'est ça qui est intéressant. Effectivement, pour faire un petit point sur l'impact physiologique de l'environnement spatial, il y a deux choses. Il y a l'impesanteur d'un côté et puis il y a l'environnement radiatif. L'environnement radiatif, on sent bien que ça va pas être bon pour le corps. Et puis on le sait très bien, même sur Terre. Et l'impesanteur, ça va avoir un impact immédiat pour certaines choses et puis sur le long cours, en fonction de la durée des missions. Mais le corps n'est pas réglé pour vivre en impesanteur. On s'y adapte un petit peu, mais on n'est pas à la base fait pour. Et est-ce qu'il y a une motivation commune de tous ces astronautes? Quelle est la motivation intime, au fond, de tous ces gens? Je pense qu'ils ont tous des motivations différentes, même s'ils ne sont pas forcément en mesure de pouvoir le dire. Et je pense que c'est naturel d'avoir des motivations différentes et de savoir les analyser et de les reconnaître. Peut-être que de façon commune, ils veulent faire avancer les choses et améliorer la qualité de vie des humains sur Terre. Parce que c'est un des objectifs premiers de ce programme-là. Il y a beaucoup de choses, bien sûr. Il y a également des choses sur la Lune et sur l'État qui, parfois, a envie de coloniser cette Lune. Qu'un État puisse revendiquer, écrivez-vous, la propriété d'une partie de la Lune semble une menace bien réelle au point de susciter une mise en garde de Bill Nelson, l'administrateur de la NASA. Parce qu'en fait, la Lune n'appartient à personne. En théorie, donc il y a des traités internationaux qui ont été rédigés et c'est un peu plus compliqué quand on parle de signature ou de ratification. Mais effectivement, ça semble naturel pour nous de dire que on peut pas posséder la Lune, par exemple, si tous les trois on construit une fusée et puis qu'on a l'Uni et puis qu'on revendique la propriété de la Lune et qu'on veut en faire commerce. En théorie, on pourrait pas vraiment nous en empêcher. Ce serait très bête de notre part, mais ça peut être une véritable menace venant d'autres nations. Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, je vais sur la Lune et que je suis comme cela, sans aucune préparation? Préparation, il peut en avoir psychologique, bien sûr, et physique, mais si on me débarque sur la Lune, dans l'état dans lequel je suis là, qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes en costume cravate, ça va mal se passer. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir très très froid, et puis vous n'allez pas pouvoir respirer du tout. Oui. Ça va très mal. Voilà, il va falloir un équipement, un scaphandre. J'entends bien, mais pourquoi vous dites très froid? Il fait quel degré sur la Lune? Alors il fait très froid. Il fait, je sais plus exactement, mais peut-être moins 70 degrés. Il fait moins 70 degrés sur la Lune? Je crois qu'il fait même encore moins. Je me rappelle plus des chiffres, mais c'est pas un endroit vraiment sympa niveau température. Oui. Et donc voilà, c'est un environnement extrêmement hostile. J'ai peur d'avoir dit une bêtise. Par contre, il y a un truc très agréable, c'est que vous allez peser beaucoup moins lourd. Vous allez peser un sixième de votre poids. Mais dans ces cas-là, je vais m'envoler? Je peux rester sur la... Non, je peux quand même rester. Il va quand même y avoir une gravité partielle. Attraction lunaire. Et c'est très sympa de peser un sixième de son poids. On peut faire des saltos très facilement. Eh bien, écoutez, c'était un plaisir de vous écouter. Laura André Boyer, je rappelle votre livre Open Space, ma trajectoire spatiale. C'est aux éditions Fayard. C'est vous qui entraînez, qui préparez, qui coachez, qui instruisez les futurs astronautes. Et je pense aux parents qui nous écoutent, qui ont parfois un enfant astronaute et qui vont le samedi comme ça, c'est du vécu que je vous dis, dans une école d'ingénieurs avec un enfant de 15-16 ans parce qu'il dit je veux être astronaute, et qu'un samedi matin vous vous retrouvez en train d'écouter quelqu'un qui vous explique ce que seront ces écoles d'ingénieurs.